Nos enfants grandissent dans un monde où tout est accessible, au moindre coût. Des tomates en hiver, des fraises en automne, du poisson qui a traversé la moitié de la planète à moins de 5 € le kilo. Leur assiette est à la fois le résultat et la cause d'un système devenu fou, qui nous rend malades et détruit la planète. Cela peut vous surprendre, mais notre alimentation est le principal coupable. Elle explique tous les risques de déstabilisation de la planète auxquels nous devons faire face. Si on ne change pas notre alimentation, on échouera sur le climat, on échouera sur la biodiversité, sur l'accès à l'eau, sur la santé des sols, sur les besoins en azote et en phosphore. Ce n'est rien de moins qu'une révolution alimentaire globale qu'il faut accomplir dans les 30 prochaines années pour garder une planète vivable. Nous, les adultes, avons la responsabilité de résoudre ce problème pour donner à nos enfants un futur sur cette terre. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Les enfants nous disent « Nous avons fait nos devoirs. Maintenant, c'est à vous de les faire. » Voici l'histoire de femmes et d'hommes qui croient qu'on peut changer le monde avec notre fourchette. Nous sommes la première génération qui sait et la dernière qui peut agir. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Diana. Et ce matin, on va faire un tour dans tous les domaines. C'est le domaine dans lequel on produit les légumes qui sont destinés à la cantine. Tout ce que finit dans votre assiette, ça commence ici. Dans le sud de la France, une commune pionnière a décidé de défier le modèle industriel dominant. Elle a créé sa propre ferme afin de fournir ses cantines scolaires en circuit court. Donc la particularité, c'est que ici on produit des légumes biologiques. Est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce que c'est l'agriculture biologique? Ouais. Ça veut dire qu'on fait pousser des choses bio? Bio, mais bio, ça veut dire quoi? Biologique? Ça veut dire il n'y a pas de produits chimiques. Quand c'est bio, en fait, des fois, ça peut être plus pourri. Parce que des fois, quand ça va être pas bio, ça tient plus longtemps. Parce qu'on met des produits chimiques pour pas que les insectes mangent. Très bien. Les élus de Montsartou ont créé les premières cantines 100% bio de France, dans 8 établissements scolaires en tout, afin de prouver qu'un autre modèle est à portée de main. Nous, on est convaincus qu'on doit changer notre alimentation pour respecter notre santé et l'environnement et qu'il faut se mettre en transition. Et se mettre en transition, ça demande de changer des pratiques quotidiennes, une multitude de pratiques quotidiennes. Les enfants sont hyper réactifs, attentifs à ces enjeux. Ils sont très ouverts au changement. Alors, on va se mettre comme ça en ligne. Alors, les escargots, on les aime, mais on les aime pas non plus beaucoup. Ah oui, ils mangent aussi les plantes. Ils mangent les fraises, ils mangent la salade, ils mangent surtout les feuilles. Voilà. Et c'est du coup la seule façon de pouvoir équilibrer la présence des escargots, c'est pas avec des pesticides, comme on l'avait dit, c'est par exemple en attirant les oiseaux, en attirant les grenouilles qui mangent les escargots. Mais moi, je ne vais pas
les tuer, je vais les laisser là. Le vrai déclencheur de notre projet, c'est 98, la vache folle. En nourrissant mal des animaux d'élevage, on les a empoisonnés et ils ont empoisonné l'homme. Et là, nous, ça a été un vrai électrochoc, toute l'équipe municipale. On s'est rendu compte qu'il fallait réfléchir à ce qu'on donnait à manger aux enfants. Et donc, on a dit, banco, nous, on va essayer. On va essayer de faire une cantine 100% bio le plus vite possible, sans dépenser plus. Voilà le grand début de l'aventure des cantines de Montsartou, donc en 2008. Et en fait, à notre grand étonnement, on a réussi le 100% bio en 4 ans. Bonjour. Ça va, Bastien? Ah, il y a déjà des tomates? Ouais, déjà. Hein. C'est quoi comme variété, ça? La marmande. La marmande? La marmande. Ouais. Je ne me trompe pas. Développer une restauration collective bio, c'est déjà c'est régler le problème de l'approvisionnement. Au début, on l'a fait travailler les grossistes classiques qui n'avaient pas l'habitude de travailler le bio. Et très vite, effectivement, on s'est retrouvé avec des produits qui venaient d'Amérique du Sud, essentiellement, surtout sur les fruits. Et on a dit, ça ne correspond pas à notre modèle. Et c'est là que, d'une boutade, on a dit, c'est terrible. On n'arrive pas à en avoir, il va falloir qu'on le fasse tout seul. Et de cette boutade est née l'idée d'une régie agricole. Et donc on a créé la première régie municipale agricole de France qui approvisionnait les cantines scolaires. Sur un terrain appartenant à la mairie, on a embauché 3 agriculteurs. On a acheté des graines, on a acheté un tracteur et on est devenu exploitant agricole. On produit 25 tonnes de légumes par an et on est autonome à 85% de nos besoins en légumes. Tomates, courgettes, aubergines, poivrons. Et l'hiver, on a plus poireaux. Toutes les sortes de choux, les blettes, les épinards, voilà. Et les salades, par exemple, sont récoltées tôt le matin et mangées à midi par les enfants. Les cantines de Montsartou, c'est 1200 repas jour. Ça nous permet d'avoir des produits ultra frais. Ça nous permet de ramasser des tomates à maturité, parce qu'elles ne vont pas passer 10 jours dans des frigos. Ça nous permet d'avoir des produits de très grande qualité. Et en plus, les gamins peuvent venir voir leurs légumes pousser, voire de temps en temps les planter. Allez, vous venez, on va passer au jardin. Donc là, on a le tas de compost, tu vois, hein, ça revient comme de la terre en fait. C'est exactement pareil que la terre maintenant, puisque c'est de la terre, ça se décompose, voilà. Le ver de terre, pourquoi il est dans le sol? Nourrir de terre. Oui, mais du coup, il sert aussi à aérer la terre.
Du coup, il aère la terre et les plantes, ça évite de retourner la terre comme à l'ancienne, vous voyez. Du coup, on laisse les vers de terre faire leur travail et ils sont encore plus contents. Et nous, on a des beaux légumes malgré tout parce que la terre, elle est aérée. Et du coup, on n'a pas une terre dure comme dans les des grands champs industriels où du coup, on balance des pesticides et on retourne la terre tout le temps. Il y a une chose que je trouve toujours très bizarre quand on parle de l'agriculture industrielle. On appelle ça l'agriculture conventionnelle, mais elle n'a rien de conventionnel. Quand j'étais enfant, notre nourriture venait de la ferme. On utilisait le fumier des animaux pour fertiliser les champs. Je me souviens qu'au moment des labours, les oiseaux volaient tout autour et mangeaient les insectes. Aujourd'hui, nous avons cette agriculture commerciale. Nous avons ces immenses espaces sur lesquels on fait de la monoculture et par conséquent, toute la vie sauvage disparaît petit à petit. Les herbicides sont censés tuer juste les mauvaises herbes. Mais en fait, ils tuent toutes sortes de plantes. Quand on utilise des pesticides en mettant du poison dans notre nourriture, ils ne sont censés tuer que les mauvais insectes. Mais bien sûr, ils tuent aussi les autres insectes. Et alors que nous détruisons la vitalité des sols, nous utilisons de plus en plus d'engrais chimiques qui sont emportés par la pluie et finissent dans les rivières en causant d'énormes problèmes. Nous sommes en train de détruire la nature. Ok, ça tourne. Ça quoi? C'est le micro. Comme ça, moi, je t'entends. Ok. Si on mange pas bio, ça pollue la terre. Polluer, ça veut dire que, par exemple, dans la nature, tu mets des papiers, tu mets plein de choses qui sont pas bonnes. Et après, si on en met trop, on n'aura plus de couche d'ozone. Il fera beaucoup trop chaud, il n'y aura plus d'humains sur la Terre. C'est pas bien polluer. La planète, elle va mourir parce que tous les arbres et toutes les végétations, ils vont mourir, alors on ne pourra plus respirer. Mais si on mange bio, ça ne pollue pas la terre. Nous, on mange pas de pesticides. Les animaux, ils vont pas mourir à cause des pesticides. On prend soin de notre santé, de nous, de notre cœur et de l'atmosphère, de tous les gens au monde. Il faut bien prendre soin d'eux parce que c'est presque nos frères. Je crois qu'on est arrivé à un stade où soit on appuie sur le champignon pour aller plus vite vers une transition, soit on va dans le mur, effectivement. Nous devons acheter de la nourriture biologique. Est-ce que ça coûte plus cher? Peut-être que ça coûte un peu plus cher, mais nous y ferons plus attention. Nous gâcherons moins. C'est un problème majeur, vous savez, la quantité d'aliments que nous gaspillons. Le prix que nous payons notre nourriture aujourd'hui ne reflète pas son vrai coût.
Je m'appelle François Pasteau, je suis cuisinier. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué de belles valeurs. On finit son assiette, on jette pas son pain, on fait les plats du lendemain avec les restes de la veille. C'est dans cet état d'esprit que j'ai voulu faire ce beau métier avec des produits de proximité, donc de ma région, la région parisienne, qui est très riche en agriculture, avec de très beaux acteurs. C'est vraiment la nature qui les dirige et c'est eux qui s'adaptent à la nature. Avoir une alimentation qui est bonne pour la planète, c'est d'abord se fournir, s'approvisionner avec des produits de saison. Attendre que les produits arrivent à nous et ne pas aller les chercher à l'autre bout de la planète quand c'est hors saison ou des produits qui ont été élevés sous serre, chauffés. On va à l'encontre de tout. Donc là, allez, on va aller voir les choux. Pourquoi des produits de proximité? Parce que c'est des produits tout simplement qui n'ont pas subi de choc thermique. Hein, quand vous achetez un produit qui vient de l'autre bout de l'Europe ou de l'autre bout de la France, forcément, il a subi des chocs thermiques dans les camions frigorifiques. Plus vous allez acheter un produit près de chez vous, plus il va être frais. Et plus il n'aura pas le même goût, il va vraiment avoir le goût du champ. Ça pousse pas dans le sud, ça. Non, mais j'essaie. Groseille. Alors, j'essaie. Ça, c'est quoi, Sam? Alors ça, c'est ce qu'ils appellent dans un livre le pois asperge. Pois asperge. Petit pois asperge. Il y a des choses. Et dedans, il y a des... C'est pareil, il y a des... Alors c'est un peu sucré. Ah oui, le petit pois. Ouais. Ça, c'est délicieux. À l'intérieur est délicieux. Après, on peut s'amuser aussi. Et moi, j'imagine bien blanchi dans de l'eau bouillante salée, tu vois, rapidement, mais en laissant justement ces petits pois à l'intérieur et en servant tout. Oui. En plus, c'est super parce qu'il n'y aurait pas du tout de gaspillage, tu vois. Oui. On va voir les blettes. On me dit souvent qu'un produit de qualité, local, est cher. C'est vrai et c'est faux à la fois. Vous allez forcément le payer un peu plus cher. Mais ça ne va pas vous coûter plus cher, tout simplement parce que ce produit de qualité, vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'au bout, l'optimiser. Ne pas gaspiller la moindre parure de viande, de poisson, de fruits, de légumes. Et tout ça d'une manière très simple, simplement en prenant le temps de réfléchir un petit peu. Par exemple, vous achetez des carottes avec des fans. Eh ben, pourquoi jeter les fans, en fait? Ça se mange, les fans de carottes. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, j'essaye au maximum de tout utiliser d'un produit. C'est l'exemple type. Ce matin, j'ai trouvé ces merveilleux petits pois. Donc, ce que je fais, là, j'écosse les petits pois. Donc, je vais retirer vraiment le légume qui est à l'intérieur de la cosse. L'écosse, je vais le garder parce qu'avec cette cosse, je vais faire une crème froide de petits pois. Je récupère les petits pois pour faire une garniture. Les cosses de petits pois, je vais les blanchir dans de l'eau bouillante salée, je vais les rafraîchir dans des glaçons. Après, je vais les mixer avec un petit peu de crème. Passer à travers une passoire fine. Pour agrémenter ça, j'ai envie de donner un petit peu d'acidité, c'est-à-dire je vais l'accompagner d'un sorbet qui va être fait avec le jus de chutney, courgettes et tomates que j'ai fait. Donc chutney, courgettes et tomates, c'est je mélange des petits dés de tomates, des petits dés de courgettes fraîches, je mets un petit peu de curry, un petit peu de curcuma, du sel, du vinaigre, un peu de sucre, je mets à cuire, compoter doucement. Ça va rendre de l'eau, les tomates. Les courgettes également vont rendre de l'eau. Avec toute cette saveur, ça va me permettre de récupérer ce jus pour en faire un sorbet. Et ce sorbet, je le mets au centre de l'assiette. Je fais couler le velouté froid de petits pois autour. Et puis, j'ai récupéré également des petites fleurs de saison comestibles, bien sûr, que j'ai mis dessus, comme une petite fleur d'ail. Ça me permet aussi de pouvoir offrir une cuisine de qualité à un prix raisonnable et de pouvoir avoir une entreprise économiquement viable.
Si nous passons à une alimentation plus saine, nous avons une chance de garder une planète vivable. Mais nos études montrent que ce n'est pas suffisant. Nous devons combiner cela avec une réduction de nos déchets alimentaires. Une réduction de 50% d'ici 2050. Donc, c'est une révolution alimentaire globale qu'il faut entreprendre. Privilégier les circuits courts, le bio, et réduire le gaspillage alimentaire. Les solutions existent. Mais sont-elles réalistes et viables à grande échelle? So the girls walk by, say hi, and it was cool just to be a nice guy. Motorola flip phones and the mobile bags, hatchback Scirocco's and Cadillacs and Jags. That's how we used to roll. Hi. Chaque jour, les villes voisines de Malmö et Lund, dans le sud de la Suède, servent à elles deux 106 000 repas presque entièrement biologiques. Dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les écoles. Et cela commence dès le petit déjeuner. Il est ici proposé gratuitement, comme chacun des repas servis dans les établissements scolaires. Ok, regardons dans les frigos ce qui est bio et ce qui ne l'est pas. Par exemple, nous avons de la mayonnaise bio, du lait de soja bio, des harengs bio, du jus de citron bio, des boissons bio, de la moutarde bio, du ketchup bio, des haricots blancs bio, des petits pois bio. Ça, c'est bio. Et là, on a des œufs bio. Il y a des aliments qui sont très difficiles à trouver en bio, comme le chutney de mangue, par exemple. Les mangues bio, ça se trouve, mais le chutney, c'est très difficile. À Malmö, la nourriture doit être biologique au maximum de ce qui est possible. Aujourd'hui, les repas que nous servons sont à plus de 80% biologiques. La municipalité a décidé qu'en 2020, ils devront être 100% biologiques dans toutes les écoles. Qui veut du houmous? Et un peu plus de salade. Vous avez goûté les tomates aujourd'hui? Non. J'adore les tomates, mais j'aime moins les petits trucs verts. Ça? C'est de la salade. Le repas est un moment pédagogique. Le temps de la cantine est aussi un temps d'enseignement pour les élèves. Quand nous servons les enfants, ils doivent choisir les aliments qu'ils veulent manger. Et nous vérifions que c'est équilibré d'un point de vue nutritionnel. Qu'il y ait de la couleur dans les assiettes, que ce soit varié. Et quand nous sommes assis ensemble, cela nous permet d'avoir une conversation plus détendue que durant la classe. Il ne s'agit pas seulement de manger. Nous les aidons à considérer différemment ce qu'il y a dans leur assiette, à en prendre conscience et à en être reconnaissants. Notre politique a permis d'augmenter la production du bio, c'est incontestable. Au fur et à mesure, durant les 10 dernières années, nous avons demandé à nos fournisseurs de plus en plus de produits bio et refusé les produits qui ne l'étaient pas.
C'est ainsi que nous avons réussi à augmenter nos achats d'aliments bio sans faire augmenter les prix. Que pensez-vous des villes ou des pays qui ne fixent pour objectif que 20% de bio à la cantine? Notre expérience montre qu'il vaut mieux viser haut. Parce que si vous visez haut, le niveau que vous atteindrez sera plus important que si vous visez plus bas. Si vous visez 50%, vous atteindrez peut-être 40. 70, ce sera 60. Et si vous visez 100%, vous atteindrez 85%. Malmö n'est pas seulement passée au tout bio dans ses cantines. Elle a également réduit la part de viande dans ses menus. Les repas sont végétariens 2 fois par semaine. L'impact de cette petite révolution est considérable. Pour le même budget, les enfants mangent beaucoup mieux. Et la ville a réussi un autre pari. Elle a réduit de 20% ses émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation par rapport à leur niveau de 2002, faisant ainsi un grand pas vers la neutralité carbone. Notre alimentation est le levier le plus puissant pour garder une planète vivable, car elle est en relation avec les grands piliers qui permettent la vie sur Terre. Mais c'est également un levier majeur pour améliorer la santé humaine. D'un point de vue scientifique, les connaissances actuelles permettent de savoir précisément ce qu'est une alimentation saine, ce que l'on devrait manger. Ce régime est un mix. 50% de ce qu'il y a dans nos assiettes devrait être des protéines végétales. Donc des légumes, des fruits secs, des céréales complètes, et ensuite un mix de protéines animales. Donc oui, il y a encore de la viande rouge dans ce régime, de la viande blanche et des protéines issues de poissons. Pour vous donner un exemple, cela nécessite que l'on réduise notre consommation de viande rouge à 100 grammes par personne par semaine. Alors qu'aujourd'hui, en moyenne, un Européen ou un Nord-Américain mange à peu près 7 à 800 grammes par semaine. C'est une réduction drastique. Si on adopte ce régime, on améliore aussi la santé de la planète. C'est gagnant-gagnant. Pour nourrir les milliards d'animaux d'élevage, car ce sont des milliards, il faut faire pousser des céréales. Et pour cela, il faut utiliser beaucoup de pétrole pour leur culture, puis du pétrole pour transporter les céréales jusqu'aux animaux, et transporter les animaux à l'abattoir, et enfin la viande dans nos assiettes. Il faut ajouter à cela les quantités astronomiques d'eau nécessaires pour transformer ces protéines végétales en protéines animales. Pour cela, nous appauvrissons nos ressources en eau et l'eau douce devient de plus en plus rare, particulièrement dans certaines parties de la planète avec le réchauffement climatique qui accroît les sécheresses. Donc il y a quelque chose que tout le monde peut faire pour sauver la planète. C'est de manger moins de viande et si possible, pas de viande. J'ai décidé de faire un restaurant sans viande pour démontrer qu'il était possible de faire la très haute gastronomie, c'est ce dont il s'agit, sans avoir l'obligation
d'avoir le référent qui est déterminé par une viande ou une belle volaille, enfin déterminé par ce qu'on appelle quelque chose de consistant. Dans les cuisines de certains grands chefs, cette révolution vers une gastronomie qui tourne le dos à la viande est déjà en marche. Ici, c'est le végétal qui prend la première place, accompagné parfois de poissons ou de crustacés. Il faut être l'esprit ouvert pour savourer la palette et la diversité des goûts que le végétal peut vous offrir, qui est infiniment supérieur à l'animal en fait. On travaille pour arriver à faire un grand menu. On va faire des bouillons de légumes, on va utiliser tout ce qui pousse sous terre, c'est-à-dire la racine, tout ce qui pousse sur terre, c'est-à-dire tout ce qui est vert. Voilà, on va récupérer l'amertume de feuilles d'artichaut, on va tout disséquer, on va améliorer, j'appelle ça affiner le trait, pour que le goût de l'amertume, l'acide, l'amer, l'astringence, tout ça, ça fait partie d'une palette de goûts que nous avons envie de concentrer dans nos plats. On doit manger en conscience, en connaissance, donc, et de refuser de consommer, c'est un acte politique. Pour faire changer le monde, il faut bien que les humains, les uns à côté des autres, ils prennent des décisions qui sont plus fortes que de voter. C'est l'effet de contagion ou c'est l'effet de tache d'huile d'olive qui fait que finalement le monde va changer parce que la prise de conscience des individus qui habitent cette planète est plus forte que les pouvoirs politiques. Maintenant, il faut que ça descende auprès du plus grand nombre. Il faut que la prise de conscience, elle aille jusqu'à la commission des parents d'élèves. Pouvoir manger nos enfants la semaine prochaine. Peut-être que l'éducation, elle commence là, puisque se nourrir mieux, ça commence de 3 ans à 100 ans. Super. Bien. On commence à être en place. Je m'appelle Gilles Davot, je suis cuisinier formateur. Tu peux mettre un peu de sel là aussi, ça sera bon. Remplacer la viande, c'est toujours un biais. On est toujours dans le débat. Je mange de la viande, je mange plus de viande. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, parce qu'ils aiment la viande. En fait, quand on utilise le mot végétarien, on ne perçoit que du moins. On va mettre un couvercle. Et puis, une fois par minute, soit on secoue, soit on donne 3 coups pour mélanger. Et vous voyez, nos petits poireaux carottes, là, en 8 minutes, c'est cuit. Le but de cette formation, c'est de basculer dans une vision très différente et très positive. On va mettre plus de diversité dans les repas. Ça fait grandir les enfants en Inde, en Égypte, en Turquie. C'est vraiment les alimentations de base, riz, lentilles. Ce que je leur fais découvrir, c'est déjà des produits qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, des céréales qu'ils n'ont jamais cuisinées. On redécouvre les haricots, on redécouvre les pois chiches, on redécouvre les lentilles, on découvre un boulgour, un millet. C'est trop bon, trop bon, trop bon. Oh, la gourmande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement partir à l'eau le riz avec les lentilles, un volume et demi d'eau, OK? Vous étiez déjà au courant, l'association des céréales et légumineuses? Non, vous aviez jamais tellement vu ça? On s'aperçoit que partout dans le monde, la source de protéines quantitatives quotidiennes,
dans les cuisines populaires, c'est l'association des légumineuses avec des céréales. Dans le Maghreb, c'est des légumes, un bouillon, des pois chiches. Et puis, c'est mangé avec de la semoule ou des pains galettes. On va avoir les cuisines plus d'Asie avec des associations autour du riz, souvent. Avec du riz et des lentilles, du riz et des pois, du riz et du soja. En associant ces deux familles, on va avoir la combinaison de tous les acides aminés, qui sont les acides aminés qui nous sont apportés par la viande. Et finalement, plutôt que de dire on va faire du sans viande, on a fait, oh là là, regarde tout ce qu'on a fait avec des haricots, regarde tout ce qu'on a fait. Oh là, je suis bluffé, je pensais pas qu'on pouvait faire autant de trucs. L'idée, c'était de montrer comment on peut introduire dans l'alimentation des enfants ces haricots, ces légumineuses, ces pois chiches. Et finalement, ça a pris la forme d'un gâteau au chocolat. Et en fait, on a un gâteau extrêmement simple à faire et qui nous met un apport de protéines dans le dessert. Ça, c'est moins culturel pour nous, mais de se dire que parce qu'on a mis un gâteau avec des légumineuses et de l'œuf en dessert, on a une partie des protéines du repas qui est apportée là. J'aime pas trop le chocolat, mais il est trop bon. Non. Là, c'est bon. Et si je fais un dessert avec ça, je nourris les enfants. Il y a vraiment, vraiment nutritionnellement, c'est ça. La transition écologique, c'est les millions de repas, les milliards de repas du quotidien, dans les maisons, dans les cantines. On a un potentiel incroyable aujourd'hui, en travaillant sur les cantines, de favoriser cette transition avec toutes ces générations qui vont apprendre que le bio, c'est aussi pour eux. Les protéines végétales, c'est aussi pour eux, c'est bon. Et quand je mange le midi, je participe à la maîtrise du changement climatique, à éviter le changement climatique, à tempérer, simplement parce que je mange le midi, parce que j'apprends à manger. C'est très important que les enfants apprennent ça jeune. Même si à l'adolescence, ils vont vers le fast-food, etc., c'est pas grave. Quand ils ont appris ça jeune, ils vont retrouver ça adulte, ils le transmettront à leur tour aux enfants. C'est merveilleux. There's a great big mystery, and it sure is worrying me. This city war did it. This city war did it. I wish somebody would tell me what city war did it mean. The little girl about 4 feet 4. Told Papa and give me some more of your city war did it. Your city war did it. I wish somebody would tell me what city war did it. Unhealthy food. Les mauvaises habitudes alimentaires sont la première cause de mortalité prématurée dans le monde. Elles raccourcissent la durée de vie de 10 millions de personnes chaque année, ce qui est ni plus ni moins que 20% du nombre total des décès dans le monde. Pour le dire sans détour, notre alimentation tue. Changer notre modèle alimentaire n'a pas seulement des impacts positifs pour la planète et notre santé. Cela permet aussi de lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté. Au-delà de la carte postale, le Brésil est surtout connu pour ses exploitations agricoles industrielles à perte de vue. Ses cultures de soja OGM ou ses élevages de bovins destinés à l'exportation qui contribuent à la déforestation et la disparition des écosystèmes.
Mais en termes d'alimentation, le Brésil a mis en place un programme qui fait figure de modèle. Eu quero a água que esse coco dá, e bem gelada pra matar a minha sede, sede de mudar. Eu quero a polpa que esse coco tem, eu quero toda, não divido a minha polpa com ninguém. Avant le programme d'alimentation scolaire, c'était difficile. On n'arrivait même pas à acheter de quoi manger. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Eu quero a água que esse coco dá. Et aujourd'hui, la vie de tous les producteurs que je connais est meilleure aujourd'hui. Certains ne savaient même pas ce que signifiait cultiver. Et maintenant, grâce à ce programme, ils ont appris. En plus d'être bon pour nous, ce programme est très bien pour les écoles. Il a permis de beaucoup réduire les aliments industriels. Désormais, dans les écoles, il y a des produits naturels et bio. Depuis 2010, au Brésil, une loi du gouvernement Lula impose que 30% des aliments dans les cantines soient issus de petites exploitations familiales. Je m'appelle Francis Souza. J'ai 3 enfants. On peut rajouter des poivrons là. Mon terrain fait 15 hectares. Je cultive des tomates, des choux frisés, beaucoup de variétés de légumes. Aujourd'hui, tous mes revenus découlent de la vente de mes produits aux écoles. Ma vie a complètement changé. Il y a 6 ans, quand nous avons commencé à faire les livraisons pour les cantines, mes fils n'étaient pas ici. Les 2 étaient partis bosser en ville. Ils disaient « Papa, on n'en peut plus. Il ne reste même pas assez pour qu'on s'achète un pantalon. On ne peut plus continuer à travailler ici. » Mais 1 an et demi après qu'on ait commencé à faire les livraisons aux écoles, à chaque fois qu'ils venaient, ils voyaient l'argent qui rentrait. Eux n'arrivaient pas à payer le loyer avec leur salaire, je devais leur prêter de l'argent. Alors ils ont choisi de revenir ici. Aujourd'hui, chacun a sa voiture, sa maison. On a un camion. J'ai une nouvelle voiture personnelle. Il ne manque rien à la maison. On a des vêtements récents, de bonnes chaussures. On a tout aujourd'hui. Et c'est grâce à ce programme qui nous aide. Tout ce qu'on cultive, on le vend. Et on le vend bien. Je m'appelle Nolde Maria Jesus. Je suis une petite productrice de légumes. Pour commencer à livrer les écoles, on a dû suivre des cours de bonnes pratiques. C'est grâce à ça qu'on a appris les techniques. Nous avons alors décidé d'appliquer dans notre ferme le programme de barrières agroécologiques. Ce sont des barrières physiques faites d'arbres fruitiers et d'arbustes. Elles sont là pour segmenter des petits bouts de terrain, pour éviter les maladies et certains types d'insectes. Les insectes qui veulent manger mes plantes n'atteignent pas mes cultures. Je n'ai pas besoin d'utiliser de pesticides pour les tuer.
Je m'appelle Ivone Ribeiro Machado. Je fais de l'agriculture biologique. Le système d'agroforesterie permet d'avoir plusieurs cultures sur le même terrain. Les plantes cohabitent. J'ai beaucoup de récoltes. Regarde toute la diversité que j'ai sur mon bout de terrain. C'est une manière d'avoir beaucoup plus de production sur un petit espace. Tu as des récoltes à toutes les périodes de l'année. Je produis en permanence. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. S'il n'y avait pas cette loi que le gouvernement a fait pour aider les petits producteurs, l'agriculture familiale, on n'aurait pas les moyens de livrer. On ne pourrait pas faire face aux grandes exploitations industrielles. Quand on est tout petit, entrer en compétition avec un grand, c'est très difficile. C'est comme une coccinelle face à une Ferrari. C'est très déséquilibré. Avant, les grandes entreprises agroalimentaires se moquaient de nous. Nous étions les petits producteurs qui n'avions pas de clients. On devait amener nos produits au marché. Aujourd'hui, c'est nous qui vendons aux écoles, leurs anciens clients. On a dépassé les grandes industries. C'est nous qui avons le marché. Dans cette école, les élèves sont dans une grande vulnérabilité sociale. Ils font partie de ceux qui sont le plus dans le besoin. Nous avons des élèves dont le repas ici est le seul de la journée. Cela crée des carences nutritionnelles. Certains enfants sont très maigres et d'autres, au contraire, ont des problèmes d'obésité, car ce qu'ils mangent en dehors de l'école n'est pas sain. Pour beaucoup, c'est de la nourriture ultra transformée qui les rend obèses et n'apporte pas les nutriments nécessaires. Ici, à l'école, les enfants ont une alimentation riche, variée, avec une grande quantité de fruits, de légumes, de salades, du poisson, du poulet, des choses qu'ils n'ont pas facilement chez eux. C'est la vertu du programme d'alimentation scolaire, rendre accessible ce type de nourriture aux enfants. Il y a eu beaucoup de progrès en matière d'alphabétisation et moins de redoublement.
Depuis le changement d'approvisionnement, on s'est rendu compte à travers les évaluations que leur taux de réussite augmentait. Leur comportement s'est amélioré aussi. Comme les enfants n'étaient pas bien nourris, ils devenaient très agités. Et le matin, ils somnolaient. Mieux nourris, ils ont une meilleure réussite scolaire. Donc on se rend compte de la différence dans l'apprentissage des enfants. J'ai beaucoup d'espoir pour le futur. Je suis persuadée qu'il existe un futur. Quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas un seul arbre. Aujourd'hui, regardez combien il y en a. Avant, c'était une plantation de soja. Il n'y avait pas une racine. Aujourd'hui, regarde ce beau vert. Aujourd'hui, j'ai les oiseaux, j'ai les abeilles, j'ai mes cultures. C'est la biodiversité. Pendant que notre Brésil est en train de brûler, on plante, on plante du vert. On veut un Brésil entièrement vert. Selon les prévisions les plus optimistes, nous avons 10 ans pour inverser la tendance avant que le changement climatique ne devienne irréversible. La donne peut encore changer. À condition que nous suivions le chemin de ces femmes et hommes qui, chacun, avec leurs moyens, nous montrent la voie vers un système alimentaire plus juste, qui respecte notre santé et notre planète. Nous, en tant que consommateurs, on a quand même une force, un pouvoir, un devoir même, une responsabilité. Personne ne vous oblige à acheter tel ou tel produit. Par contre, vous, consommateurs, mais tout le monde, on a le pouvoir de dire non, je ne veux pas acheter ce produit-là parce qu'il ne me convient pas, parce qu'il va à l'encontre de mes valeurs. C'est une décision de se nourrir différemment. Il faut se lever un matin en disant « je vais essayer de manger différemment ». Et après, je vous promets, ça se passe bien.